Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit sur metatv.org. Et c'est la saison 2, et ce soir, on est avec Philippe Landeux. Ça va Philippe? Bonsoir Tepa, bonsoir les métanotes. Voilà, bah oui, bonsoir à tous les métanotes connectés, évidemment, parce qu'ils sont nombreux, comme d'hab, Karine, Giorgio, Abekoum, Zissou, Bobinut, Choc, Sankoukai, Captain Cap, Balzac, Lionpard, Barbatruc, Zbat Révolution, Yod, Brice, Séraphin, Nasser, Naslindien, Alex B. Daoudnas, Monsieur Vinache. Bah, bonsoir à vous tous, et salut à la régie, bien sûr, avec Steph et Thibaut. Et, ce soir, on va parler justement de ces guerres de l'Ouest, cette guerre de l'Ouest, La guerre de l'Ouest, oui. dite de Vendée, avec évidemment, déjà, je crois que toi Philippe, tu étais déjà venu à l'antenne déjà, donc on me l'a rappelé en plus, on me dit Oui. tiens, content de te revoir. Donc, À l'époque d'ailleurs, je n'avais pas encore écrit le bouquin. t'avais pas encore écrit. J'avais ce travaillé, bouquin. mais pas encore. Bah, c'était en projet, il me semble. Oui, Parce je commençais, je crois. ouais, voilà, parce que tu en avais touché un mot justement, tu disais que tu préparais ça. Ah, Alors là, c'est du lourd quand du pavé, quoi. ça pèse, c'est du pavé. Tu nous as fait un gros pavé. Alors, c'est. Alors, ce livre-là, on va dire quoi? C'est un peu l'espèce de. De quoi? De grosse synthèse? Non, 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 c'est un quoi recueil. Un recueil. Un recueil de documents. Recueil de documents. Alors, il y a quoi? Il y a tous les arrêtés, les décrets, les correspondances de toute l'administration. Il y a essentiellement, c'est ça? effectivement, je pense que c'est exhaustif au niveau des arrêtés du comité de salut public. Ouais. Pas au niveau des décrets, parce qu'il y en a eu sans doute beaucoup plus, et des arrêtés secondaires, etc. Donc ils sont pas tous. Il y a quand même évidemment les décrets principaux. Et il y a une grosse partie de la correspondance des représentants en mission. Mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir, de pouvoir trancher la question de cette polémique qui a cours aujourd'hui sur un génocide vendéen, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et comme génocide dont on accuse la République, la Convention, le comité et au final Robespierre. Et pour pouvoir juger cette question-là, il faut se pencher sur les arrêtés du comité, quoi, et les décrets de la Convention. Donc voilà, je me suis basé. Ce travail, en fait, à la base, est basé sur les recueils d'Alphonse Sollard. Alphonse Sollard est un historien de la fin du 19e et qui est le premier à avoir commencé à faire un recueil des actes du comité de salut public. Les actes, c'est-à-dire les arrêtés. Avec également la correspondance des représentants en mission. Donc c'est une série monumentale, hein, pour la période qui nous concerne, je crois que c'est une vingtaine de volumes de 7 à 800 pages, quoi. Donc chaque volume couvre un mois. Et en fait, c'est tellement énorme que finalement, peu de gens les lisent, quoi. Et moi, au départ, j'ai fait une compilation de l'ensemble de l'activité du comité. Parce que moi, je m'intéresse à Robespierre. Donc j'ai travaillé sur la période qui concerne Robespierre, c'est-à-dire juillet 93 à juillet 94. Là, pour la Vendée, j'ai été obligé de voir un peu avant. Mais à la base, donc, mon travail, c'est une compilation des arrêtés du comité de juillet 93 à juillet 94. Avec également extrait de tous ces recueils, les éléments importants, surprenants, intéressants de la correspondance des représentants en mission. Et donc, en fait, le travail que je présente maintenant sur la Vendée, je l'avais déjà fait. C'était une partie, en fait, de mon travail sur le comité. D'accord, sur le comité, d'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis lancé dans ce travail. Sinon, je crois que quand on voit la masse, il faut vraiment en vouloir, quoi, tu vois. Et donc, non... donc, au départ, c'est un travail par rapport à Robespierre et sur le comité de salut public, et que j'ai complété en travaillant sur la période qui précède l'arrivée de Robespierre au comité, à savoir donc, à partir de mars 93, puisque c'est le début de... L'Ouest est troublé depuis longtemps, en fait, mais vraiment l'insurrection massive, armée, et qui débouche sur ce qu'on appelle la guerre de l'Ouest ou de Vendée. Parce que, il y a la guerre de Vendée. La guerre de l'Ouest, c'est plus large en fait que la guerre de Vendée. Parce qu'en fait, ça déborde au-delà de la Vendée. Oui, de la, oui. de la D'ailleurs, Vendée. c'est pour ça qu'on parle aussi de Chouans. Les Chouans, c'est au nord, Voilà, et la Vendée, c'est au sud. exactement. Enfin, la Vendée militaire, c'est au sud de la Loire, et les Chouans, c'est au nord de la Loire. Et en fait, on parle de guerre de l'Ouest. Le plus propre, c'est de parler de guerre de l'Ouest. D'ailleurs, l'armée qui était sur place, on l'a appelée l'armée de l'Ouest. L'armée de l'Ouest, oui. Voilà, bon. Et je crois que c'est la Société populaire des Sables d'Olonne qui avait demandé d'ailleurs que ça c'est une chose que j'ai rajoutée, que tu n'avais pas dans ta première version, cette Société populaire a demandé d'ailleurs que la guerre de Vendée s'appelle la guerre de l'Ouest. Donc j'ai trouvé ça après, et du coup je l'ai rajouté, c'est assez amusant que d'autres aient appelé cette guerre
du même nom que Ouais, le titre de mon bouquin, quoi. Et donc, moi j'ai travaillé à la base sur Robespierre, et pour ce bouquin-là, donc j'ai travaillé un peu. D'ailleurs, le travail que je fais de mars à juillet est quelque part plus précis que le travail que j'avais fait de manière générale sur l'ensemble du comité, et donc aussi sur la Vendée, quoi. D'ailleurs, je pense que ça. Je ne sais pas si ça se voit, mais je, je pense qu'on a à peu près tout dans la période qui concerne de juillet à 93 à 94, mais la façon dont j'ai travaillé est un peu différente quand j'ai complété ce travail-là. Et évidemment, je dépasse également après Thermidor, quoi. Après le 9 Thermidor. Mais il faut c'est pas la période controversée. Après Thermidor, les choses sont quelque part en voie d'apaisement. Et la période controversée, c'est vraiment fin 93, début 94. Donc j'apporte quelques éléments pour la suite, mais le travail en fait c'est vraiment mars 93, juillet 94, quoi. Voilà. C'est bien que alors, il faut savoir que la guerre de Vendée, il y a une amnistie qui est proposée le 2 décembre 94, et la paix va être signée avec Charette le 17 février 95. Bon, tous les chefs rebelles ne signent pas en même temps. D'ailleurs, je parle de rebelles, moi. Les Chouans vont signer un peu après, et Stofflet, je crois, signe 2 mois après, quoi. Donc, 95, grosso modo, ça s'arrête, mais ça repart après. En fait, la guerre de Vendée finit en 96. La première étape, après, ça reprend après en 99. Disons que, grosso modo, c'est fini en tout cas, la première étape, ça se finit en 96. 96. Voilà. Mais moi, je m'arrête Toi, tu à la t'arrêtes première, à 94, au ouais. premier traité, quoi. Voilà. Mais de toute manière, après, ce n'est plus la période qui est controversée, quoi. C'est la période qui est controversée, c'est vraiment celle où Robespierre est au pouvoir, et d'ailleurs, dans la controverse, on met tout sur le dos de Robespierre. Je peux entrer un ouvrage qui dit clairement, deuxième page, Robespierre, criminel contre l'humanité. Deuxième page. Bon. Donc, voilà, mon travail était. D'ailleurs, je le dis, hein, dans mon livre, le premier mot, c'est je défends Robespierre. Alors, on ne peut pas dire que je me cache. On sait ce que je T'es un défends. Robespierriste. Oui. Voilà. Ça signifie quoi d'ailleurs? Parce que Robespierre, à l'époque, donc il est quoi? Il est en charge du comité de salut Il fait public. partie du comité de Il salut fait public. partie, mais il a un poids particulier quand même. Il a du prestige. Il a du prestige, au sein du comité, il n'a pas de pouvoir particulier en réalité. Ouais. Mais C'est il a une aura plus que Ouais, les autres, d'accord, quoi. mais c'est pas du vrai pouvoir. D'ailleurs, à l'arrivée, c'est lui qui est mort, hein, c'est pas ses collègues. Tu vois. Et non, pourquoi Robespierre? Parce que Robespierre, à mon sens, c'est le champion de la démocratie, mais au vrai sens du terme, pas ce qu'on entend aujourd'hui par démocratie, qui n'a rien de démocratique. C'est le champion de la souveraineté du peuple, le champion de l'égalité, bien qu'à mon sens, il y ait une conception de l'égalité dénaturée. Bon, ça rejoint la discussion qu'on on avait eue la dernière fois, donc je ne vais pas rentrer dedans. Voilà, puis c'était impur. Et puis c'était pas du tout le personnage qu'on nous présente, le tyran, le sanguinaire. Bah, il y a deux visages un peu de Robespierre. Il y a toujours le visage bah voilà, évidemment, le tyran, le sanguinaire, le tombeur de tête, Hein. qui est, on va dire, presque l'image officielle. Ah bah Et oui, puis, il y a une espèce d'image un peu officieuse où on nous le présente comme le héros du peuple, bah, c'est le le roi cas. de la révolution. Mais c'est le cas. Mais c'est pas le peuple, hein, qui renverse Robespierre, hein. Enfin, renversé, d'ailleurs, même le terme on renverse le roi, mais Robespierre n'était pas roi. Donc, c'est vraiment les gens qui étaient couverts du sang de la terre qui ont renversé Robespierre. Ça permet quand même de comprendre. C'est Fouché, les mitrailles de Nantes, Barras, Fréron, les massacres, les exactions à Marseille, les Taliens pourris jusqu'à l'os, enfin, etc. Tu vois, c'est ces gens-là qui ont renversé Robespierre. Et c'est ces gens-là qui ont tout mis sur le dos de Robespierre. Tu vois. Bon. Donc, enfin, il suffit de savoir qui étaient ses ennemis, et puis il suffit de voir ce qui a été fait après. Après la chute de Robespierre, c'est directement les bourgeois qui arrivent au pouvoir et qui installent l'ordre bourgeois qui règne encore aujourd'hui, hein. Robespierre, c'était pas cette logique-là. Mais bon, après, Robespierre avait ses limites, hein, mais c'est parce qu'il avait ses limites qu'on doit l'accuser de choses qu'il n'a pas faites ou d'intentions qu'il n'avait pas, etc., quoi. Ouais, parce qu'effectivement, il y a une polémique, même. C'est Marion Sigaud, elle me dit que Robespierre, ouais,
pas forcément bien de Robespierre. Bah, c'est pas grave. Moi, je suis pas à débattre sur des éléments. Tu vois, c'est les gens. Balancer des idées générales comme ça, très bien. Mais moi, je peux apporter des. Il y a plein d'éléments qui prouvent que ce genre de discours ne tient pas la route, quoi. En fait, il y a très peu d'historiens maintenant qui soutiennent que Robespierre était un tyran. Je veux dire, Robespierre était un modérateur de la terreur. C'est. Modérateur de la Oui, terreur, oui, ça veut dire mais quoi? il a toujours été contre les fous furieux de la terreur. Tu vois, donc. C'est- Même après, la loi de Prairial, c'est encore autre chose, mais parce que les gens ne comprennent pas que c'est lié à tout un ensemble de lois. À mon sens, les raisons principales pour lesquelles Robespierre s'est fait liquider, Ouais. à mon sens, il y en a deux. Alors, disons qu'il y en a trois. La première, c'est parce qu'il voulait arrêter la guerre. Les armées, après l'effort produit en 93-94, la France a repoussé enfin les armées étrangères. Et il devient possible de traiter avec les ennemis étrangers. D'ailleurs, c'est la Constitution l'autorise. Hein. La Constitution de 93 dit le peuple français ne traite pas avec un ennemi qui occupe son territoire. Là, justement, une fois que l'ennemi est chassé, on peut traiter. Et le problème, c'est que, évidemment, aujourd'hui, les fournisseurs de guerre, les, euh, les industries de l'armement, etc., n'ont aucun pouvoir. Mais à l'époque, ils en avaient. Et quand on leur dit on va arrêter la guerre, ils sont pas contents, quoi. Oh, il a un pouvoir quand même aujourd'hui. Ah, tu crois? Oh bah Lagardère, il a du pouvoir. Non, je plaisante. Non. Et, euh, et donc, quand Robespierre veut arrêter la guerre, Carnot est furieux. Lui, il veut continuer la guerre pour que ça rapporte. Tu vois, dans la même logique d'ailleurs que les Girondins qui avaient provoqué la guerre. C'était pour ça. Hein, c'est pas une guerre pour la démocratie, c'est une guerre pour apporter du pognon, pour remplir les caisses. Bon, lui, Robespierre veut traiter, mais les autres, ils sont pas d'accord. Eux, ils veulent que ça rapporte. Donc, ça, c'est la première raison. Et d'ailleurs, Carnot est vraiment considéré comme le. Enfin, les robespierristes considèrent Carnot comme leur pire ennemi. La deuxième chose, c'est que Robespierre voulait arrêter la terreur. C'est lié d'ailleurs. Si on arrête la guerre, on peut arrêter la terreur, quoi. Et à mon sens, la loi de Prairial entre dans cette logique. C'est-à-dire que la loi de Prairial, c'était un dernier effort, et puis après ça, on arrête, quoi. On purge un bon coup, mais après ça, c'est fini, quoi. En plus, la loi de Prairial est liée à d'autres, aux lois de Ventose, aux commissions populaires, etc. Ça fonctionne. Le tribunal révolutionnaire, effectivement, est simplifié, mais parce qu'en fait, les jugements doivent être rendus par les commissions populaires. Donc, c'est pour ça que la procédure est simplifiée. Mais le fait de supprimer tous les tribunaux de province, parce que la loi de Prairial complète la loi du 27 Germinal. La loi du 27 Germinal supprime tous les tribunaux de province. Et donc, la loi du 22 Prairial concerne également uniquement le tribunal révolutionnaire de Paris. En théorie, on a supprimé tous les tribunaux de province. Et la logique veut que si on veut étendre la terreur, on multiplie les tribunaux. Là, c'est l'inverse. On n'a pas multiplié les tribunaux, on a supprimé tous les tribunaux. Donc en fait, la terreur est concentrée à Paris, ce qui fait qu'elle est sous la main du pouvoir qui est à Paris. Et donc on peut arrêter la machine à peu près quand on veut, quoi. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe après Thermidor. Après Thermidor, le tribunal révolutionnaire, finalement, libère tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que la terreur s'arrête, quoi. Mais parce qu'en fait, ça avait été concentré à Paris. D'accord. Et évidemment, et la troisième, c'est vrai qu'on dérive sur Robespierre, c'était pas le sujet, mais la troisième raison, c'est parce qu'évidemment Robespierre a une politique sociale. C'est un vrai démocrate. Il veut le plus d'égalité possible entre les citoyens. Il veut vraiment la souveraineté du peuple. Et évidemment, ça n'arrange pas les bourgeois qui, eux, vont tout faire pour d'ailleurs conserver le pouvoir et instaurer l'ordre bourgeois voulu déjà par la Constituante et ensuite par les Girondins. Voilà les trois raisons, à mon sens, qui font que. Et par rapport à la deuxième raison, c'est-à-dire par rapport au fait que Robespierre voulait arrêter la terreur, ça explique pourquoi il avait contre lui tous les gens qui voulaient, au contraire, pousser la terreur à ses extrêmes limites. Tu vois, les Barrère, les Fouché, etc. etc. quoi. Et alors, mais cette guerre, alors pour revenir à la guerre de Vendée, elle éclate dans un contexte particulier. C'est à la base, on va dire, c'est que les Vendéens refusent la conscription qui se met en place. On va dire ça comme ça.
Ça, je pense que effectivement, c'est l'étincelle. C'est l'étincelle. Alors, ils étaient déjà pas très contents, effectivement, certainement. Justement, alors, l'insurrection armée massive, c'est début mars 93. Mais ce qui veut dire que, comme je viens de le dire, c'est l'étincelle. La convention, la République était en guerre, la convention a décrété une levée de 300 000 hommes. Je ne sais plus quel jour c'est le 24 février. Et donc il faut que dans chaque département, on lève des hommes. Et là, les paysans, d'ailleurs, c'est pas seulement en Vendée, hein, c'est dans beaucoup d'endroits, les gens refusent de partir. Mais il faut voir que ce qui se produit à ce moment-là est la conséquence et l'aboutissement, si tu veux, de la politique qui a été menée avant. Et depuis longtemps. C'est pas les gens qui sont forcément au pouvoir à ce moment-là qui sont les responsables. C'est vrai, parce qu'à ce moment-là, ce sont les Girondins qui dominent la Convention. Mais ceux qui vont avoir à gérer la guerre, ce sont les Jacobins et les Montagnards. Mais la guerre commence avant. Eux, ils vont avoir à gérer une situation, mais qui n'est pas la conséquence de leur politique, puisque ce n'est pas eux qui étaient au pouvoir. Et les origines de cette guerre de l'Ouest, en fait, pourquoi la Vendée? Parce qu'en fait, en dehors de la Vendée, comme je l'ai dit, il y a eu des insurrections un peu partout, mais de manière générale, ça a été maté assez rapidement. Énergiquement, rapidement, et comme ça, voilà, ça n'a pas eu l'ampleur et les suites qu'on connaît après avec la Vendée. En Vendée, il n'arrive pas, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de troupes, c'est que des gardes nationales qui se font déborder. En plus, effectivement, l'insurrection est massive, et donc ils se font déborder, et du coup, voilà, après, la mayonnaise monte, et puis, etc., etc. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, en fait. On posait les départs de la guerre. Et en fait, au départ, les régions de l'Ouest, comme partout d'ailleurs en France, ils sont très favorables à la Révolution. Hein. Ah ouais? Bien sûr. D'ailleurs, tout le monde applaudit, par exemple, à la confiscation des biens du clergé. Bah, pourtant, ils se revendiquent armée catholique. Non, mais c'est après. Il faut pas tout mélanger, c'est après. En fait, l'Église, contrairement à ce qu'on peut, des royalistes ou des nostalgiques, si tu n'as pas imaginé, l'Église est détestée à l'époque. Hein. D'ailleurs, la déchristianisation commence d'ailleurs bien avant la Révolution. Hein. Les gens commencent à s'écarter de l'Église. L'Église est devenue une institution, enfin, depuis longtemps, une machine. Il y a plein de prélats, etc., qui ne croient même pas en Dieu. Enfin, tu vois, c'est un peu c'est devenu un peu du n'importe quoi. Hein. Et donc, les gens ne sont pas. Quand on tape sur l'Église, ça ne les dérange pas. Et d'ailleurs, il y a même des chefs vendéens, ce qu'on appelle les vendéens, qui seront des acquéreurs de biens nationaux. Ouais. Donc, tu vois, c'est. Par contre, ce qui va choquer notamment davantage les gens, il y a plusieurs choses, mais pour rester sur le sujet, c'est la constitution civile du clergé. Dans la mesure où les biens du clergé étaient confisqués, il fallait forcément assurer des revenus au clergé. Et on a voulu faire d'eux des fonctionnaires. Et voilà, c'était ou ça, ou on leur pique leurs biens et puis ils se démerdent. Donc leur logique, c'était pas ça. Ouais. C'était, on assure le financement du culte. Oui, enfin, c'est un peu un vol quand même. Bah, c'est une fois que je t'ai volé, je te dis, bon, bah, Oui, je t'ai volé, bon, bah, je vais te faire ça à salaire, t'inquiète pas. tu sais qui a proposé ça? Non. C'est Talleyrand, Ouais, évêque d'Autun. ouais. Talleyrand, je sais, il était évêque, il paraît. Ouais. Donc, non mais il y avait un consensus assez large hein, d'ailleurs pour piquer les biens du clergé. Hein. Parce qu'ils avaient Bah, d'ailleurs, ils avaient besoin d'argent. ils avaient d'ailleurs énormément de biens. L'église des ports avec autant de biens, ça paraissait quand même un peu bizarre, tu vois. Bon, en tout cas, Okay. peu importe. Le fait est que donc le fait d'avoir confisqué les biens du clergé amène l'État à financer le culte. Et du coup, comme l'État finance le culte, il s'ingère dans l'administration de l'Église. Bon. Mais ça, à la limite, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que une partie du clergé, poussée d'ailleurs par le pape, qui était quand même reconnu, hein, il n'avait plus l'autorité forcément sur l'Église de France, mais il était quand même reconnu comme le chef invisible de l'Église. Le pape pousse le clergé en fait à refuser les serments qui sont
qui découle en fait de la constitution civile du clergé, quoi. Un peu comme tous les fonctionnaires qui doivent prêter serment à l'État. Tu vois. En fait, les curés sont dans ces conditions-là, quoi. Et le pape les pousse, alors que le roi lui-même n'a pas tant rechigné que ça, en fait, à ratifier la constitution civile du clergé. Et quasiment la moitié du clergé refuse, effectivement, de prêter les serments, quoi. Et c'est ce refus. Alors, ce refus va évidemment les exposer à une forme de persécution. Oui, parce qu'il va y avoir une répression terrible. Après, ce sera terrible, parce qu'en fait, ça va être lié à la contribution, etc. Mais il y a quand même une forme de persécution. Bon. Et les gens, et notamment dans ces régions de l'Ouest, vont être sensibilisés au sort de leurs prêtres. Parce que ces prêtres, souvent, c'est des gens de leur famille, c'est des voisins, etc. Et donc, en fait, ils vont défendre leurs prêtres. Ils ne vont pas forcément défendre l'Église. Tu vois, ils ne vont pas défendre l'Église en tant qu'institution. Ils vont se défendre l'Église, les prêtres du coup qui sont liés à l'Église, mais c'est donc ils vont défendre l'Église de manière indirecte. Au départ, en fait, ils défendent leurs prêtres. Et ils vont être sensibles au sort, à la persécution que subissent leurs prêtres. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction au fait que les gens n'aimaient pas l'Église et à la fois ils défendaient leurs prêtres ou alors Là, c'est un rapport humain, si tu veux. D'ailleurs, tu as l'Église en tant qu'institution, mais le prêtre du coin, tu vois, il n'y a pas forcément les vices de l'Église en tant qu'institution. Tu vois, et puis là, on est sur des rapports humains, c'est des gens de leur famille, tu vois. Donc, il est caché, etc. Tu vois, alors, on est dans le rapport humain, en fait, et c'est comme ça que ces gens-là sont quelque part entraînés dans une forme d'opposition à la Révolution. Donc ça, c'est un des premiers points. Un deuxième point, c'est la politique même de la Constituante, qui a fait miroiter Monts et Merveilles au départ. La Révolution, tout le monde y croit. Sauf que la Constituante, très rapidement, elle ne travaille que pour ce que j'appelle les aristo-bourgeois ou les riches. Dès la fin de 89, elle instaure les deux classes, citoyens actifs, citoyens passifs, le suffrage censitaire, elle exclut les citoyens dits passifs de la garde nationale, etc. C'est vraiment un ordre, elle met en place un ordre bourgeois, quoi. Et lié à ça, par rapport aux biens du clergé, qui sont en vente, mais qui sont inaccessibles en fait pour les pauvres. Donc le clergé a vu ses biens confisqués, mais les paysans notamment qui espéraient récupérer des terres, eux, peanuts. Donc ils l'ont un peu en travers, quoi. Et en fait, comme ça sur tous les sujets, parce que je pensais à une autre chose, mais là, d'un coup, ça m'échappe. Qu'est-ce que je disais, moi? Attends, vas-y, enchaîne, là, je me suis perdu. Là. Donc, bon, il y a les. Comment on appelle ça? On va dire qu'il y a les gens qui se sentent solidaires vis-à-vis de leurs prêtres, vis-à-vis qui sont menacés par ces. En tout cas, puisqu'à partir du moment où ils refusent de se soumettre à la constitution civile proposée par le comité de salut public. Non, la constituante. La constituante, oui. Le comité de salut public, c'est bien après, c'est des années après. Donc là, c'est dès le début, alors on n'est pas. C'est dès le début. C'est dès le début. Mais dès 90, en fait, il y a des tensions. Hein. Ouais, il y a une opposition qui commence à naître, etc. Et par rapport à la question, entre guillemets, religieuse, et aussi par rapport à la politique de la politique économique de la constituante. Ouais. Tout ça, ça joue. Qui est libéral, c'est quoi? Ah bah oui, c'est ultra-libéral, comme aujourd'hui, quoi. Alors les prix qui s'envolent, les gens qui ont... C'est un tout, c'est pas... En fait, sur la guerre de Vendée, il n'y a pas une cause, c'est un ensemble de causes. Après, il y a aussi... Mais alors, est-ce qu'on peut... Sur la Vendée même, sur les régions ouest, il y a aussi des questions locales. Tu vois, des rivalités, mais c'est des choses qui sont très locales. Tu vois, par rapport aussi à des rapports économiques, par rapport... il est assez difficile d'expliquer les causes de la Vendée, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes d'une région à l'autre. La Vendée n'étant pas... Ce qu'on appelle la Vendée, c'est pas le département, la Vendée, c'est une région qui couvre... D'ailleurs, si la régie pouvait envoyer ça, la carte du théâtre de la guerre de l'Ouest.
Ouais. Bah, ça Pour que va les gens passer. voient en fait où est cette région-là, quoi. Ouais. Et alors justement, dis-nous, cette région, donc c'est Ah, pas le département actuel juste de la non, Vendée, que c'est beaucoup plus grand en ce fait. qu'on appelle en fait, la Vendée militaire, c'est pas forcément plus grand qu'un département, mais c'est à cheval sur 4 départements. La Vendée militaire, c'est au sud de la Loire, pour dire les choses simplement. Donc ça comprend le sud du département qui à l'époque s'appelait la Loire inférieure, c'était le département de Nantes, qu'on appelle aujourd'hui donc la Loire-Atlantique. En Atlantique. Donc pour les spectateurs, donc, ici on a la Loire inférieure, ici on a le Maine-et-Loire, dessous on a le Vendée, et ici on a les Deux-Sèvres. Et la, la, la Vendée militaire en fait est à cheval sur ces 4 départements. Et d'une région à une autre, alors, on a des régions de marée, on a des régions de bocage, on a d'autres régions. Enfin, moi c'est une région que je ne connais pas bien, mais en tout cas je sais qu'il y a des différences donc, au niveau de l'agriculture, au niveau des rapports économiques, et donc il n'y a pas forcément les mêmes causes. Et puis après, comme je dis, il y a des rivalités, comme dans Oui. des guerres de clochers, etc. Bon, et un des paradoxes, c'est que ceux qu'on va considérer comme des républicains, ce sont des gens qui, au départ, soutenaient la politique de la Constituante, qui, eux, ont profité de cette politique, ce qui a amené les autres à détester ces gens-là, quoi. Ouais. Alors, souvent, c'est pas forcément que des gens qui vivent dans les villes, mais c'est des gens qui, dans cette société-là, sont souvent les plus aisés, etc. Et paradoxalement, c'est que les Jacobins étaient eux-mêmes contre cette politique-là. Tu vois, en fait, c'est très complexe, en fait, les rapports, sauf qu'à un moment donné, tu as des gens qui se déclarent républicains au moment où on est en République, et donc la République va soutenir les gens qui se disent républicains, tu vois. Et inversement, les rebelles qui se disent donc qui sont contre la Révolution, contre la République, eux sont récupérés par les royalistes et les catholiques. Voilà, c'est toujours comme ça dans une révolution, on est toujours récupéré par les extrêmes, hein. Oui, mais peut-être qu'il l'était vraiment, non? Tu crois pas qu'il... Non, 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 au départ, c'est vraiment un mécontentement qui n'aurait pas forcément dû tourner à l'insurrection, ou du moins à la contre-révolution, mais dans le contexte de 93, il faut voir que la France, alors, au moment même où éclate la guerre de Vendée, je ne sais pas si la France est en guerre contre tout le monde. Bah, en tout cas, c'est à ce moment-là que la France à peu près à ce moment-là que la France va se retrouver. Alors, elle est déjà en guerre contre l'Autriche et la Prusse. Elle va déclarer, alors c'est la Convention qui déclare la guerre d'ailleurs, hein, à l'Angleterre, L'Angleterre, oui. à l'Espagne. On va être en guerre aussi contre la Hollande et le Piémont. À toutes nos frontières, Bah quoi. oui, tout, hein, oui. C'est- Et donc, dans ce contexte-là, tu as des gens qui se lancent dans une insurrection armée. D'ailleurs, on ne sait pas trop. En fait, on ne sait pas ce qu'ils veulent. D'ailleurs, même l'inexplicable Vendée, comme dira Barrère, effectivement, même aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils voulaient, quoi. C'est Ils étaient- surtout ce qu'ils espéraient obtenir. Mais ils n'étaient pas aussi dans une... Justement, parce que ça, justement, dans ton livre, on le voit, c'est eux qui déclarent la guerre, oui, à la Hollande, à l'Angleterre. Ouais. Ils n'étaient pas un peu, justement, un peu guerriers Bon, quand après, même. Il n'y c'est- avait pas un côté républicain guerrier de conquête? il faut voir que ce sont les Girondins. Robespierre était contre la guerre. C'est pas forcément les Jacobins, tu vois. Et quand la guerre est déclarée à tout le monde, ce sont les Girondins qui sont encore au pouvoir. Et puis en fait, en même temps, à ce moment-là, c'est un peu la suite. L'Angleterre, ça n'a jamais été nos copains, tu vois. Ça a jamais été Donc, nos copains. Mais c'est pas le moment où t'es en ouais, pleine mais, révolution. non, mais hein, les quoi. Anglais, de toute manière, poussaient tout le monde contre la France, hein, Oui. mais ils intriguaient en France, etc. Donc, bon, du coup, là, ils ont pris les devants, ils ont déclaré la guerre. Bon. Mais ça, c'est la suite du fait d'être entré en guerre ouverte. Et le fait d'entrer en guerre ouverte a été voulu et par le roi. Il faut pas oublier que le roi l'a voulu, la guerre, hein. On a un peu tendance à l'oublier, mais moi je pense qu'il est arrivé un peu à Louis XVI, ce qui est arrivé par exemple à un Napoléon III ou à un Nicolas II en Russie. Il se lance dans une guerre, elle tourne mal, et puis il se la prend en pleine gueule. Tu vois. C'est un peu ce qui lui est arrivé. Alors, lui, le roi, et encore plus Marie-Antoinette d'ailleurs, voulait la guerre. C'est un peu plus logique, quelque part. Parce qu'ils voulaient la guerre, mais pour la défaite de la France, non? Ben, bien sûr. Oui, oui, c'est pour ça qu'ils se font renverser, hein. Quand tu es le chef d'un État, que tu veux une guerre pour la perdre, bon, au bout d'un moment, les mecs qui sont derrière là à la faire ont quand même envie de la gagner, quoi, tu vois. Parce qu'évidemment, dans ces conditions-là, tu ne peux pas la gagner, quoi. Et à côté de ça, tu as les Girondins aussi voulaient la guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et eux, ils voulaient la guerre pour remplir les caisses. Pour remplir, voilà. Il y avait des intérêts privés, on va dire. Mais attends, une guerre, c'est toujours ça, hein. C'est toujours pour du pognon, une guerre, en vérité. Quand on creuse bien, c'est toujours pour du pognon.
Et donc tous ces gens-là ont entraîné la France dans la guerre contre les Jacobins, notamment les Jacobins de Paris. Tous les leaders, les grands leaders de ce qu'on va appeler la montagne, Robespierre, Marat, Billaud-Varine, sont tous contre la guerre. Hein. Ils sont, tous, sinon personne n'a voté pour. Mais ils ne sont pas députés. En tout cas, Robespierre, lui, n'est pas député. Quoi. Les Girondins, eux, sont députés. En fait, les Girondins, ce sont ceux qui sont arrivés à l'Assemblée après la Constituante. Donc c'est la nouvelle Assemblée, et c'est eux qui, en fait, qui vont dominer ce qu'on appelle l'Assemblée législative. Et c'est eux qui vont pousser à la guerre. Quoi. Et tout ce qui va suivre après sera une conséquence et de la guerre et de la politique antipopulaire qui aura été menée par la Constituante et qui sera poursuivie par les Girondins. Quoi. Tiens, on me dit la guerre de Vendée est une sorte de guerre de religion. Les catholiques contre les hommes nouveaux, adorateurs du grand horloger de la liberté. Ouais. Toi, t'aimes pas cette vision Mais ça, c'est des simplifications. Puisqu'on y est, je vais lire deux documents. Donc, le premier, c'est un interrogatoire de Delbé. Delbé était un général vendéen qui va être fait prisonnier à Noirmoutier. Delbé, ça te parle? Ça me parle, ouais. Bon. Et il déclare donc le 9 janvier 1994, à la question quel était le but de la guerre que ces rebelles avaient entreprise, réponse de Delbé, dans le principe, le but des rebelles en entreprenant cette guerre ne fut que de se soustraire à la levée des troupes républicaines destinées à défendre les frontières. Il devient bientôt, mais donc après, celui de défendre le trône et le clergé. Ça, c'est la première. Ça, c'est la réponse de Delbé. Et j'ai trouvé une autre lettre, donc pareil, dans le major général Trottoin de l'armée de Stofflet, du 22 février 1995. Et donc lui, il écrit à Stofflet. Après, donc tout à l'heure, je t'ai dit que le premier traité, c'était le 17 février 1995. Ouais. Et donc lui, il a signé le traité, il écrit à Stofflet. Le peuple de la Vendée a pris les armes pour deux raisons. La première, sa religion, on la lui laisse. En réalité, on n'a jamais contesté la religion. Hein. Je vais y revenir après. Ouais. La seconde, pour s'exempter de tirer à la milice, on le laisse tranquille dans ses foyers. Jamais il ne s'est armé pour son roi. Le genre de gouvernement lui importe peu, pourvu qu'on ne le prime pas, pourvu qu'il puisse s'occuper de ses intérêts. Le paysan aime mieux son bœuf que son roi, que sa femme, que ses enfants. Ça, donc, ce sont des rebelles, des généraux rebelles qui parlent. Hein. Et oui, donc je te disais, un instant, sur la question de la religion. Oui, sur la question de la religion. Parce que eux. D'ailleurs, je précise que dans le bouquin, on trouve un texte qu'on cite souvent, d'ailleurs on en a parlé, et qu'on lit très peu, c'est la Constitution civile du clergé. Ouais. Alors, dans tous les documents que c'est vrai qu'on aurait dû aussi commencer par ça, expliquer comment est foutu le bouquin. Quoi. Mais dans tout le bouquin, il n'est pas question apparemment une seule fois de la Constitution civile du clergé. Sauf de manière indirecte quand on parle de prêtres réfractaires, puisque c'est réfractaire à cette Constitution. Mais le terme même de Constitution n'apparaît pas. Et par contre, j'ai trouvé que c'était intéressant de le présenter, donc du coup je l'ai rajouté. Mais la Constitution civile du clergé ne remet pas en cause outre, à part le fait que l'Église de France est quelque part détachée un peu du pape, mais sur l'enseignement des curés, c'est la même. Hein. Des prêtres constitutionnels ou des prêtres réfractaires prêchaient la même chose. Mais est-ce que c'est pas aussi. La France, le système ne s'est pas immiscé dans la doctrine de l'Église. Ouais, mais le prêtre, il a un nouveau patron dans ce système-là. C'est plus le patron, n'est plus. Il y a un patron réel qui n'est plus membre de l'Église. Ah si. Non, si un fonctionnaire, il est soumis au plus haut de l'exécutif, on va dire. C'est pas tout à fait comme ça. Il y a toujours une hiérarchie interne à l'Église. D'ailleurs, les prêtres constitutionnels doivent être prêtres à la base. C'est pas des gens qui arrivent comme ça et qui sont prêtres. Mais il faut le lire, en fait. Mais bon, après, ça, c'est des trucs de l'époque aussi, tu vois. À l'époque, ils ont remis en cause une puissance. C'était une puissance qui est censée être spirituelle, c'était une puissance terrestre. Donc, tu vois, il y avait des ambiguïtés dans tout ça, quoi. Donc, ils ont essayé de remettre un peu d'ordre, bon, avec cette logique-là de fonctionnariser le clergé, puisque c'est eux qui payaient. Enfin, bon, en soi, moi, je suis pas spécialement. Je suis pas athée, mais je suis pas spécialement catholique, donc tu vois, toute cette cuisine, moi, ça me. Bon. Enfin, je sais pas si ça vaut la peine de se faire. D'aller massacrer son voisin, de se faire massacrer soi-même, je sais pas. Ouais. Bon.
Bah, ça a joué en tout cas un rôle, on va dire, au départ quand même, quoi. C'est Mais ça. le rôle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Mm. c'est surtout que les gens se sont solidarisés de leurs curés. Si les curés, de leur côté, avaient juré, s'ils n'avaient pas été Les persécutés, gens les auraient laissés tranquilles, je tu pense penses qu'ils pas? auraient, Ils ils auraient auraient. laissé. À mon avis, ça n'aurait pas tourné comme ça, quoi. Donc, ouais. Sauf peut-être, après, il y aurait peut-être eu le plan, enfin la question économique. Mais sur la question économique, il faut bien voir que ce qui est bizarre dans cette histoire-là, c'est que la politique de la constituante qui a amené une partie de la population à freiner des quatre fers, Ouais. a amené une autre partie de la population à vouloir aller plus loin. Tu vois, en fait, et c'est ces gens-là, d'un côté, qui ont freiné les quatre fers, de l'autre côté, qui ont voulu aller plus loin, mais pour les mêmes raisons, hein, parce qu'ils étaient contre la politique, disons, bourgeoise de la Ouais. constituante. Et ce sont ces gens-là qui sont quelque part fondamentalement d'accord, qui vont se retrouver en face. Quand on nous dit, effectivement, la guerre de l'Ouest ou de Vendée a été quelque chose de populaire, mais dans les armées en face, il y a qui? Ben, le peuple aussi, hein. C'est des gens du peuple en face. Tu vois, Ouais, bah c'est ouais. populaire des deux côtés. C'est pas d'un côté, tu as des gens, le peuple avec le roi et l'église, et de l'autre côté, des révolutionnaires mécréants, tyranniques, etc. Il y a le peuple des deux côtés. Des deux côtés. Euh, les, les populations qui sont autour de cette région-là se lèvent pour aller combattre les rebelles. Le, un des, ça, on y reviendra peut-être après, mais la Vendée commence donc en mars et un peu plus tard débute ce qu'on appelle l'insurrection fédéraliste. Ouais. L'insurrection fédéraliste est menée essentiellement par les administrations locales, par des notables, des bourgeois, etc. Donc c'est-à-dire précisément les gens contre qui se battent en réalité les Vendéens. Et alors, un endroit où cette insurrection va être particulièrement développée, c'est en Normandie. Et cette région-là, au départ, a envoyé des troupes contre les Vendéens. Bordeaux également Ouais, Bordeaux, ouais. a envoyé des troupes contre les Vendéens. Tu vois, donc on ne peut pas dire que comme fait Reynald Séchir en disant d'un coup toute la France est contre-révolutionnaire. Il y a des mouvements un peu partout, mais c'est pas forcément les mêmes. Des fois, c'est des choses totalement contradictoires. C'est, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on est plusieurs à rejeter une même chose, on a l'impression qu'on est unis, qu'on est ensemble, mais ces gens-là ne sont pas forcément amis en réalité. Parce qu'au début, moi, ce que j'ai compris dans ton livre, c'est que il y a une forme de, comment dire, de répression qui s'abat sur l'Ouest, mais qui est particulière parce que dans les autres, bon, Ouais, voilà, bah, dans les autres. Alors, on a réussi en, à mater, on va dire. voilà, d'ailleurs, au départ, en mars 93, c'est quasiment toute la Bretagne qui se soulève. Ouais. C'est pas seulement ce qu'on appelle après la Vendée militaire. C'est- La Bretagne, moins la pointe de la Bretagne que l'arrière-Bretagne. Arrière, le Verlaine, tout ça. Donc voilà, quoi, ça. vers Rennes, Laval, d'ailleurs ce sera la région des Chouans. Toute cette région-là est en insurrection, quoi. Et là, il se trouve qu'il y a un général, notamment le général Besser, qui va être vigoureux et qui va mater tout ça. Mais Mais est-ce que c'est pas particulier à cette région-là, quoi. ben, est-ce que aussi, parce que comme la Bretagne, on va dire qu'elle bénéficie d'une espèce d'exception culturelle, et que c'est une identité culturelle Non, non, très mais forte, hein. au départ, ce sont des régions révolutionnaires. Il faut se rappeler, par exemple, que le 10 août 92, on nous parle souvent des Marseillais, qui arrivent à Paris en chantant le chant de guerre de la mer du Rhin, mais il y a aussi les Bretons, parmi les fédérés qui vont renverser le roi. Ce sont des régions révolutionnaires. Enfin, la révolution, d'ailleurs, est beaucoup partie de l'Ouest, hein. C'était des régions révolutionnaires. Mais alors, c'est quoi ce basculement? C'est pas que l'histoire des prêtres, quand même. Non, mais c'est ce que non, mais c'est ce que mais je t'ai pas dit qu'il y avait que les prêtres. Je te dis aussi qu'il y a le côté économique. Et après, il y a d'autres raisons. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste des causes, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique de la convention du comité dans le cas de cette guerre. Les causes, mais même les causes sont débattues aujourd'hui, hein, entre historiens, parce qu'elles sont compliquées, c'est complexe. Tu vois, qu'est-ce qui a été réellement surdéterminant ou déterminant? En tout cas, on peut prendre acte du fait qu'il y a eu une révolte populaire. Ça, Mais est-ce qu'on peut dire que même si la Bretagne ou les régions de l'Ouest, elles ont été à un moment donné
elles aient été, je sais pas comment on peut dire, pro-révolutionnaires. En fait, au fur et à mesure que cette révolution avance, puisque là on est déjà en Mais en fait, si tu 1793. veux, dans la région, tu as les deux. Tu as des gens qui sont très contents de la politique qui est mise en œuvre. D'accord. Mais c'est les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qu'on va retrouver dans le camp républicain. Dans la région, il n'y a pas que des gens qui sont contre la révolution. Mais majoritairement, ils sont quand même contre, non? Je dirais qu'il y a peut-être une majorité, parce que c'est une majorité de paysans. Comme partout en France. En France, c'est une économie agricole, rurale. 90% des gens sont des paysans. Et ces gens-là, effectivement, sont déçus. Ils sont déçus par la politique qui est mise en œuvre. Mais beaucoup de gens sont déçus. Hein. Ce que moi j'appelle les vrais révolutionnaires, eux aussi sont déçus par cette politique-là. Donc c'est pas. Mais à côté de ça, effectivement, il y a des gens qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, et puis qui sont favorables à un ordre bourgeois, tout simplement. Quoi. Mais du coup, ces gens-là voilà, sont ennemis. Et après, et au fur et à mesure, ça va se radicaliser. Oui, c'est ça. Et ce qui radicalise d'ailleurs le truc, c'est la guerre. Hein. Mais est-ce que ça se radicalise aussi parce que la réaction des autorités est assez violente? Est-ce que y a pas, ça va pas jouer? Parce que comment se fait-il qu'autant de gens se rallient, on va dire, tout d'un coup à cette cause, ou en tout cas se mettent à plus croire en la révolution? Alors après, il y a aussi des choses, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des choses qui sont locales. On s'aperçoit, par exemple, que l'Assemblée ordonne des choses, et localement, ils ne le font pas, ou ils font le contraire. Tu vois, c'est très local. Il y a des choses, tout n'est pas uniquement lié à la politique générale du système. Il y a vraiment des choses qui sont très locales, quoi. Et très locales parce qu'il y a comme, des antagonismes. Et donc, par exemple, il y avait une loi donc, qui complétait qui exemptait, qui autorisait les prêtres réfractaires. Donc, les réfractaires sont ceux qui ont refusé de jurer, de prêter les serments prévus par la Constitution civile du clergé, qui autorisait les prêtres réfractaires à faire la messe, ou un truc comme ça. Dans la région, ils ont violé le décret, quoi. Ils ont interdit de faire la messe. Il y a des trucs très... c'est local, quoi. Mais encore une fois, tout ça, c'est bien avant la période qui nous occupe. Mais est-ce que c'est dès 90-91. Ouais, dès 90-91. Et là, la guerre, c'est 93. Est-ce que aussi, il n'y a pas une forme, ça tu vas me dire, est-ce qu'il n'y a pas une forme de pouvoir parisien qui est en train de s'exercer sur la province, et que ça, au contraire du temps de la monarchie, on sait que les provinces avaient une forme d'autonomie, alors que là, on voit un pouvoir quand même, justement, le début du jacobinisme, qui commence à dire, bon, bah, c'est nous à Paris qui allons vous dire comment vous allez faire. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Hein. Ouais. Un rejet... Oui. Un rejet voilà, exactement, du pouvoir. Oui, mais ça doit jouer aussi, mais il y a aussi le rejet de la politique qui est issue de la politique elle-même. Tu vois, on aurait fait une politique populaire, ils n'auraient peut-être pas été contre, tu vois. Mais en l'occurrence, ils ont fait une politique anti-populaire. Donc à quel niveau ça joue réellement, tu vois, Mais de toute manière, encore une fois, mon sujet, c'est pas d'entrer dans les causes. Ouais. La question, c'est comment est-ce que cette guerre a été gérée. Voilà. Et je pense que ce qu'on dit sur la République, etc., est totalement infondé. Quoi. Ça va trop loin. Quoi. En fait, c'est faux. Quoi. On peut peut-être maintenant expliquer en fait comment est le travail, puisqu'on a... Bah oui. Comment ? Donc, tout à l'heure, j'ai dit que je m'étais basé pour mon premier travail sur les recueils d'Alphonse Sollard. Et le livre que je présente, donc, n'est pas une synthèse. Hein. C'est un recueil de documents. Présenté d'une manière assez, je pense, inédite. Hein. Personnellement, je n'ai jamais vu du livre fait comme ça. La première partie, la régie, tu penses... la première partie, c'est une série de tableaux qui récapitulent au jour le jour toutes les informations qu'on peut... Alors, tous les arrêtés et toutes les informations qu'on peut tirer de la correspondance des représentants en mission. Donc c'est au jour le jour. Est-ce que c'est bon pour la régie? Ouais, super, on voit. Ok. Donc je vais prendre le bouquin de mon exemplaire pour expliquer en fait aux spectateurs comment tout ça est foutu. Ouais, comment c'est foutu. Donc on voit que donc la date,
Chaque information tient sur une ligne. Les arrêtés sont signalés en noir, avec fond noir, écrit en blanc. Les décrets, donc, toujours pareil, tout est sur une ligne. Hein. Décrets donc écrits, présentés dans un cadre gris. Et les arrêtés du conseil exécutif, c'est-à-dire le conseil des ministres, pareil, dans une case grise, mais plus claire. Et tout ce qui est en dessous, donc en italique, ce sont les informations qu'on tire des lettres des représentants en mission.